En fait, en dînant avec Nadia Taïbi, j'ai décidé de vous présenter quelque chose de plus précis que ce que j'avais prévu au départ. Parce que, alors rassurez-vous, on sera sur la question des mémoires, France-Algérie, les questions de transmission. Simplement, j'ai décidé de vous présenter cette question non pas à partir d'un panorama général comme je l'avais envisagé au début, mais à partir d'une affaire et d'un cas précis de façon à ce que mon propos soit bien incarné et pas un propos trop général et détaché d'exemples précis. Donc je vais vous parler d'une affaire que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, mais j'essaierai de vous donner tous les éléments, qui s'appelle l'affaire Audin, qui est intéressante parce qu'elle aborde toutes les questions qui vous intéressent. Nadia Taïbi m'avait dit que notamment la question de la torture vous intéressait aussi. Alors, l'affaire Audin, qu'est-ce que c'est ? Vous avez là une première diapositive qui vous présente un événement dont vous avez peut-être entendu parler. Évidemment, quand on est des historiens spécialistes de certaines questions, on a une vision des choses complètement déformée parce qu'on est dedans toute la journée. Donc il y a des choses qui nous paraissent être des événements et puis on s'aperçoit que finalement, tout le monde n'en a pas entendu parler et voilà, ou bien ça peut être un événement sur le moment, mais un peu oublié. Alors, qu'est-ce que c'est que cette première diapositive ? Donc, j'imagine que vous reconnaissez le président Emmanuel Macron. Et puis, la dame qui est à côté de lui, très âgée, c'est une dame qui s'appelait Josette Audin, parce qu'elle est décédée depuis. Et cette photo a été prise le 13 septembre 2018, donc il y a 3 ans. Donc, si vous en avez entendu parler, le 13 septembre 2018, Emmanuel Macron a fait une déclaration reconnaissant la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin. Toujours, si vous suivez un peu l'actualité, vous avez dû entendre parler de toute une série de gestes mémoriels et d'une politique mémorielle très active. Cette déclaration-là était antérieure à toute l'activité qui s'est déployée depuis. Il n'était pas du tout possible à l'époque de savoir que c'était la première pierre, disons, d'une action beaucoup plus vaste. Donc, voilà le 13 septembre 2018, Emmanuel Macron qui remet là physiquement une feuille avec une déclaration à Josette Audin lui disant que l'État reconnaît sa responsabilité dans la disparition de quelqu'un qui s'appelait Maurice Audin, mari de Josette. Alors, qui était Maurice Audin et comment il a disparu ? Il faut faire un saut dans le temps et puis venir pendant la guerre d'indépendance algérienne, à un moment que j'ai choisi d'illustrer ici à travers un certain nombre de photographies qui éventuellement peuvent être familières, qui est le moment de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Si vous ne connaissez pas la bataille d'Alger historiquement, vous pourrez toujours aller voir le film qui n'est pas bon, que je n'aime pas, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais sauf que quand on ne connaît pas la bataille d'Alger, ça donne quand même à peu près les grands éléments. La bataille d'Alger, en 2 mots, ça se passe donc à Alger en 1957, et le contexte, c'est que les parachutistes que vous voyez tout en haut à droite, c'est la 10e division parachutiste commandée par le général Massu. Le 7 janvier 1957, elle reçoit à Alger les pouvoirs de police, c'est-à-dire que légalement, les parachutistes à Alger, à partir de cette date, peuvent arrêter, détenir et interroger tout suspect à leurs yeux d'engagement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Je vous ai mis à gauche la photo de leur prisonnier et victime la plus célèbre, qui est Larbi Ben Midi. Larbi Ben Midi était un des chefs du FLN, du Front de Libération Nationale à Alger. Donc le déploiement des parachutistes dans la ville a conduit à des opérations massives de bouclage de quartier, d'arrestation et d'interrogatoire dans le but de démanteler le FLN, mais pas seulement,
parce que même si aujourd'hui, évidemment, on se souvient du FLN, et c'est logique, puisque c'est lui qui a été l'acteur majeur, il y avait aussi d'autres partis politiques et d'autres organisations qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie et dont les militants s'engageaient, et il y avait notamment le Parti communiste algérien. Donc Maurice Audin, vous voyez sa photo tout à gauche ici, et puis la photo en dessous, c'est Maurice Audin avec sa femme Josette. Alors c'est pas en 1957, mais ils étaient tout juste jeunes mariés. Je crois que leur première fille est née en 54, donc voilà, là c'est la photo de tout jeune. Maurice Audin, il avait 25 ans au moment de son arrestation. Avec sa femme, ils avaient déjà eu 3 enfants. Et donc Maurice Audin, lui, il était communiste. Il était membre du Parti communiste algérien. Et donc c'est une petite minorité chez les Français vivant en Algérie, le Parti communiste algérien, mais c'est un parti, en tout cas lui, Maurice Audin, qui était pour l'indépendance de l'Algérie. Et Maurice Audin, d'ailleurs, ce qui est intéressant, se disait lui-même algérien, c'est-à-dire que c'était des gens qui pensaient que dans l'Algérie indépendante, il pourrait peut-être y avoir la possibilité pour des Français qui avaient été partisans de l'indépendance et qui acceptaient de vivre dans une société complètement transformée dans l'égalité avec les Algériens, mais ils pensaient qu'ils pourraient rester vivre là, parce qu'après tout, Josette Audin est née en Algérie. Maurice Audin, c'est une histoire un peu plus compliquée. Son père était militaire, donc il n'est pas né en Algérie, puis il a vécu dans plusieurs pays, mais quand même principalement en Algérie. Quant à Josette Audin, elle est vraiment née en Algérie, et donc elle fait partie de ceux qu'on appelle les pieds noirs, les Français d'Algérie, les Européens d'Algérie. Alors Maurice Audin, il est arrêté par les fameux parachutistes du général Massu le 11 juin 1957. Parce qu'en fait, le Parti communiste algérien a été dissous par les autorités, donc c'est un parti interdit. Et les parachutistes cherchent à localiser et arrêter les dirigeants du Parti communiste algérien. Maurice Audin, c'est un simple militant, quand même d'un certain niveau social, parce qu'il enseignait à l'université d'Alger, il enseignait les mathématiques et il préparait une thèse de mathématiques. Sa femme était enseignante de mathématiques, elle a été toute sa carrière professeure de maths au lycée. Donc Maurice Audin est arrêté le 11 juin 1957 parce qu'en fait les parachutistes cherchent les dirigeants du Parti communiste algérien et ils savent que lui a été en contact avec l'un d'eux dans la clandestinité. Je précise, c'est important pour la suite, qu'il y a des militants du Parti communiste algérien qui ont été engagés dans des attentats en liaison avec le FLN, mais pas Maurice Audin en l'occurrence. Et bien sûr, s'il avait été mouillé dans un quelconque attentat, jamais Emmanuel Macron n'aurait fait sa déclaration le 13 septembre 2018, parce qu'on aurait pu... Évidemment, après, on peut dire que ça ne justifie pas d'arrêter quelqu'un, de le torturer et qu'il disparaisse, mais peu importe, politiquement, il n'aurait jamais pu le faire. Donc, Maurice Audin est arrêté par les parachutistes qui l'emmènent dans cet immeuble que vous voyez là, qui existe toujours à Alger. Vous pouvez y aller, vous pouvez le visiter. À l'époque, c'était le boulevard Clémenceau, aujourd'hui c'est Ali Kodja. Et cet immeuble, à l'époque, en 1957, il était en construction. Et donc, les parachutistes l'utilisaient comme lieu de détention. En fait, la construction était pratiquement achevée. Donc, les parachutistes l'utilisaient comme lieu de détention. Ils avaient installé une infirmerie. Il y avait des pièces qui étaient utilisées pour enfermer leurs prisonniers. Et c'était donc un des lieux de torture connus à Alger. On l'appelait le centre de tri et de transit d'El Biar. Ce centre de tri et de transit d'El Biar, il est très connu aussi parce que c'est là qu'a aussi été tué l'homme dont vous avez la photo au milieu, qui s'appelle Ali Boumengel. Ali Boumengel, lui, c'est aussi quelqu'un qui était au FLN, qui a été arrêté par les parachutistes avant Maurice Audin. Lui, c'est février-mars, c'est comme l'Arbi Ben Midi. Et l'Arbi Ben Midi, il n'a pas été emmené au CTT d'El Biar, mais Ali Boumengel a été emmené au centre de tri et de transit d'El Biar. Et lui, en fait, les parachutistes ont dit qu'il s'était suicidé. En réalité, il a été précipité du haut du toit. Ils ont dit qu'il s'était jeté du toit pour se suicider. En réalité, ils l'ont poussé du haut du toit. Et donc, Ali Boumengel, lui, il était avocat, il était juriste.
Donc son pseudo-suicide, parce qu'à l'époque on a dit qu'il s'était suicidé, a été très rapidement dénoncé, même en France. Il ne faut pas croire que les faits étaient inconnus en France. Si vous lisez par exemple Le Monde de l'époque, eh bien, vous avez des articles sur la mort d'Ali Boumengel contestant la version officielle de son suicide en se jetant du haut du CTT d'El Biar. Donc Maurice Audin est emmené à El Biar et il n'est plus jamais revenu. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui lui est arrivé? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il a été soumis à la torture pour dénoncer où était Henri Alleg, le dirigeant du PCA que les parachutistes recherchaient. Et à l'époque, les autorités ont dit à sa femme qu'il s'était évadé. Pourquoi ils ont dit ça à sa femme? Parce qu'en fait, elle s'est très très vite démenée absolument dans tous les sens pour savoir ce qu'il devenait. À ce moment-là, en juin 57 à Alger, tout le monde sait que quand on est arrêté par les parachutistes, on risque la torture et on risque de disparaître. Et donc, Josette Audin, pendant 3 jours, elle est retenue dans son appartement. Il y a un militaire qui reste avec elle, donc elle ne peut pas sortir pendant 3 jours, mais dès qu'elle peut sortir, elle va frapper à toutes les portes qu'elle peut. Et donc, on finit par lui dire « Votre mari s'est évadé ». Et évidemment, la disparition de Maurice Audin, elle a à ce moment-là un écho extrêmement important jusqu'en France, parce que Josette Audin, c'est quelqu'un qui a les moyens de se battre. C'est quand même quelqu'un qui est professeur de lycée, donc elle a un certain nombre de ressources intellectuelles, et puis c'est une militante communiste, donc elle a aussi des ressources militantes. Donc très vite, elle sait qui il faut contacter et comment il faut faire pour faire du bruit autour de la disparition de son mari. Et donc, non seulement les militaires lui disent que son mari s'est évadé, mais ils ont joué une mise en scène pour crédibiliser leur version, c'est-à-dire que l'un d'eux a joué le rôle de Maurice Audin. Ils sont partis dans une Jeep à 3, et celui qui jouait le rôle de Maurice Audin était assis à l'arrière, et puis à un moment donné dans un virage sur le trajet, il a sauté. Donc il y a des témoins qui disent oui, on a vu un homme a sauté de la Jeep, etc. Et puis le militaire qui, à l'avant, il y avait donc un conducteur et son passager. Le passager, qui était donc un militaire qui normalement était chargé de la surveillance d'Audin, il a été puni parce qu'on a considéré qu'il était responsable de l'évasion, etc. Bon. En tout cas, donc on joue cette scène et puis on produit à Josette Audin cette version, on lui livre cette version. Elle n'y croit pas une seconde, et il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de disparitions à Alger à la suite des arrestations par les parachutistes, et ça faisait partie des mensonges qui étaient faits aux familles, parce qu'en fait c'est invérifiable. Si les autorités, quand je dis les autorités, ça peut être le préfet, ça peut être le responsable militaire à divers degrés, dit à la famille votre fils s'est évadé, bah, vous pouvez rien vérifier, il s'est évadé, ok. Ou bien parfois il répondait on l'a libéré, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il a peut-être pris le maquis au lieu de rentrer chez vous, hein, puisque c'était un militant, etc. Donc voilà, c'était une version couramment dite. Mais jouer une mise en scène, ça c'est un cas exceptionnel. C'est parce que vraiment, Josette Audin, ils ont bien compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait un certain pouvoir et qui risquait de pouvoir créer du scandale, ce qu'elle fait effectivement. Comment elle s'y prend? Vous avez là une lettre de quelqu'un qui s'appelle Laurent Schwartz. Si vous pouvez lire... Il y a écrit qu'il est professeur à la faculté des sciences de Paris. En fait, Laurent Schwartz, c'était un mathématicien très connu à l'époque parce qu'il avait reçu la fameuse médaille Fields qui distingue les grands, c'était un grand mathématicien. Et en fait, Maurice Audin l'avait contacté pour être à son jury de thèse. Donc Josette Audin, elle a l'idée d'écrire à Laurent Schwartz en lui disant bah, voyez, vous avez été en contact avec mon mari pour sa soutenance et voilà ce qui lui est arrivé. Donc Laurent Schwartz, qui est à Bombay au moment où elle lui écrit, lui répond et il dit je ferai tout ce que
de ce qui est en mon pouvoir, mais seulement avoir reçu de nouvelles informations par lettre ou câble. Donc en gros, il promet de s'engager. S'engage aussi quelqu'un dont vous avez la photo tout en haut là, qui est quelqu'un d'extrêmement important, qui s'appelle Pierre Vidal-Naquet. Parce que Pierre Vidal-Naquet, c'était un historien, c'était un spécialiste de l'histoire de la Grèce ancienne. Mais ce qui est particulier chez Pierre Vidal-Naquet, c'est qu'il s'engage à fond dans l'enquête sur la disparition de Maurice Sondin, en considérant qu'il revient d'autant plus à un historien d'enquêter sur une disparition que les méthodes de travail des historiens sont des méthodes d'enquête avec des recherches de preuves, etc. Et que donc c'est plus naturellement à un historien qu'il revient de se lancer dans une quête de vérité. Et donc, la disparition de Maurice Audin devient une affaire grâce au relais chez ces intellectuels qu'elle trouve. Ces intellectuels forment un comité Maurice Audin, et pendant toute la guerre, ce comité est la principale association en France qui dénonce la pratique de la torture. Et puis, vous avez une photo là de France Observateur, c'était en bas, l'ancêtre de l'Obs, Nouvelle Obs et l'Obs aujourd'hui, avec une photo, c'est Josette Audin qu'on voit aussi, parce qu'en fait, il y a un événement qui est organisé en décembre 1957. On organise à l'université de la Sorbonne une soutenance de Maurice Audin en son absence. Donc le jury se réunit, la thèse est présentée parce qu'elle était pratiquement finie. Donc en gros, on l'édite et on la présente au jury. Et la soutenance a lieu en l'absence de l'auteur de la thèse. Donc c'est un événement majeur dans toute la presse de l'époque. On en parle. Alors, Pierre Vidal-Naquet, c'est un homme intéressant parce qu'en fait, il s'engage d'abord sur l'affaire Audin. Et là, tout à gauche, vous avez son premier livre, paru en 1958. Maurice Audin disparaît en 1957. Dans ce livre, que fait Pierre Vidal-Naquet? Il étudie les documents qui sont donnés à Josette Audin concernant l'évasion de son mari, parce qu'en fait, elle porte plainte en justice, donc il y a une instruction. Donc les militaires témoignent, on leur produit on fournit au juge d'instruction un compte-rendu d'évasion. Bon, donc il y a des témoignages, des documents. Et lui, Pierre Vidal-Naquet, il étudie les documents dans le détail et il remarque un certain nombre d'invraisemblances et de contradictions. Et donc dans ce livre, il démontre que Maurice Audin ne s'est pas évadé. Évidemment, si je vous donne des arguments faciles, je dirais, il y a le fait qu'on met un prisonnier, on assoit un prisonnier à l'arrière d'une Jeep découverte sans l'attacher. C'est évidemment totalement invraisemblable, et le militaire qui est censé le surveiller, il s'assoit devant, à la place du passager. Bon, après, dans le détail, il y a quantité d'autres incohérences, il y a des horaires, il y a plein de choses qui ne correspondent pas. Et ensuite, Pierre Vidal-Naquet, en fait, il est resté toute sa vie un grand historien de la Grèce ancienne, mais c'est aussi, du coup, le premier historien de la torture en Algérie, parce qu'en fait, en essayant de comprendre ce qui était arrivé à Maurice Audin, il a dû enquêter sur ce qui se passait en Algérie. En plus, il y a des gens qui lui ont envoyé des documents. Et donc, il est le premier historien de la torture en Algérie. Le deuxième livre que vous avez, La raison d'État, c'est un recueil de documents. Il publie des documents qu'il a collectés ou qui lui ont été envoyés sur la torture. Donc, il publie les documents avec des notes de bas de page. Pour les historiens, c'est un type d'édition assez classique, c'est de la publication de documents. Et puis après, il publie La torture dans la République, où là, il rédige un essai sur la pratique de la torture, qui est toujours aujourd'hui dans les bibliographies des historiens le premier livre sur l'histoire de la torture. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin, on a fait d'autres démonstrations, mais on ne peut pas oublier ce livre-là. Et donc, c'est très intéressant parce que, en fait, dans le cas de cette guerre, il y a une histoire qui a d'abord été le fait de militants engagés. Pierre Vidal-Naquet est un militant résolu de la dénonciation de la torture et qui, en même temps,
comme il a cette profession d'historien, il publie aussi les premiers ouvrages sur la torture. Et alors c'est quelqu'un qui est resté toujours constant dans sa dénonciation de la torture, parce que à la fin de la guerre en 1962, quand il y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui est une organisation pro-Algérie française qui commet des attentats, en fait, les militants de l'OAS sont aussi soumis à la torture, pas par les parachutistes, on leur oppose d'autres forces de l'ordre, mais ils subissent la torture. Et Pierre Vidal-Naquet a dénoncé aussi la pratique de la torture sur les militants de l'OAS, alors que bien évidemment, c'était pas du tout son bord politique, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment une haute opinion de son engagement, et qui disait souvent d'ailleurs, alors il se revendiquait de 2 héritages pour expliquer son engagement. D'une part, l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que pour lui, la France était la nation des droits de l'homme, et donc, quelles que soient les circonstances, elle ne devait pas faillir à cette dimension. Et puis, par ailleurs, les parents de Pierre Vidal-Naquet est juif, ses parents ont été déportés, ont disparu, et donc la disparition de quelqu'un, c'est quelque chose qui lui parle, sans qu'il fasse d'amalgame entre la situation de juifs arrêtés, déportés et perdant la vie dans les camps de concentration nazis, et puis la situation de militants de l'indépendance algérienne qui meurent entre les mains des parachutistes. Il ne fait pas du tout d'amalgame, mais simplement il sait ce que c'est qu'une disparition. Hein, donc il est sensible à la question de la disparition. Alors, la guerre se déroule sans que l'enquête avance. Donc Josette Audin, elle dépose plainte. Elle dépose plainte à Alger. La plainte est transférée ensuite à Rennes, donc en France. C'était une pratique assez courante. Bien évidemment, globalement, sur la question de la torture, elle n'est pas combattue. Les militaires qui pratiquent la torture ne sont pas sanctionnés. Néanmoins, au sein de l'État, il y a des tensions, il y a des frictions, et notamment au sein de la justice, il y a des gens qui pensent important d'instruire ces plaintes, et puis y compris d'aboutir éventuellement à des sanctions. Donc la plainte est transférée à Rennes, et il y a un juge d'instruction à Rennes qui fait tout un travail pour essayer de connaître la vérité. Il n'y parvient pas, mais il recueille une version qui serait que Maurice Audin est mort étranglé au cours d'une séance de torture par le lieutenant Charbonnier qui l'interrogeait et qui aurait eu une sorte d'accès de fureur et l'aurait étranglé. Charbonnier a dit toute sa vie, il est mort maintenant, que c'était absolument pas vrai, qu'il n'avait pas étranglé Audin. Et très sincèrement, aujourd'hui toujours, on ne sait pas ce qui est arrivé à Audin. On sait qu'il est allé, qu'il a été emmené au CTT d'El-Biar, on sait qu'il a été torturé, qu'il n'est jamais revenu, mais comment il est mort, on ne le sait toujours pas. Et on sait que l'évasion est une mise en scène. Alors, amnistie, ça c'est quelque chose qui est très connu dans l'histoire de cette guerre. On dit souvent que l'amnistie a créé l'oubli. En 1962, quand le gouvernement français et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, signent les accords d'Évian, il y a une amnistie qui est prévue. Cette amnistie-là, dans les accords d'Évian, elle concerne les Algériens qui ont été arrêtés, condamnés et qui sont emprisonnés. Beaucoup d'Algériens sont à ce moment-là dans des prisons ou des camps d'internement. Et donc dans les accords d'Évian, logiquement, hein, ce sont des accords de cessez-le-feu et qui prévoient un référendum sur ce qui va arriver à l'Algérie. En gros, le référendum aboutit à l'indépendance. Et donc il y a une mesure d'amnistie concernant les Algériens. Et bien évidemment, dans la tête des négociateurs, il était évident que s'il y aurait une amnistie pour les gens qui avaient participé à la lutte pour l'indépendance et qui avaient été condamnés, certains d'entre eux pour des attentats, eh bien, il y aurait, du coup, de façon réciproque, une amnistie pour les membres des forces de l'ordre françaises, que ce soit des policiers ou des militaires, qui avaient commis des actes que l'on pouvait qualifier de crimes, comme par exemple la torture. Et vous avez là ce décret d'amnistie, le 22 mars 1962, c'est 3 jours après les accords d'Évian, il porte amnistie des faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne. Donc il y a cette amnistie réciproque. Donc la plainte déposée par Josette Audin à ce moment-là,
elle est conclue, l'instruction que le juge menait à Rennes, elle est conclue par un non-lieu. À partir de là, sur le plan mémoriel, il y a une sorte de disparition, enfin pas une sorte, il y a une disparition de l'affaire dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on n'en discute plus, c'est plus un sujet de discussion dans la vie politique ou dans les médias ou dans la presse, alors que pendant la guerre, très régulièrement, on parle de l'affaire Audin. Mais les acteurs, bien sûr, continuent d'exister et de vivre. Alors Josette Audin et ses enfants, en 62, ils choisissent de rester vivre en Algérie. Hein, ils font partie de, je vous l'ai dit, hein, je vous ai expliqué leur parti pris. Vous avez là une page d'un journal qui s'appelle Alger républicain. Vous avez ce titre, des Européens acquièrent la nationalité algérienne, et donc j'ai encadré en rouge, vous ne voyez pas, mais Josette Audin a acquis la nationalité algérienne parce qu'à ce moment-là, en 62, elle pensait qu'elle resterait vivre toute sa vie en Algérie et que finalement, allait se réaliser cet idéal qu'elle avait. Et quant à son mari, Maurice Audin, eh bien, vous voyez le titre à côté, 50 artères porteront le nom de Chouhada. Les Chouhadas, ça veut dire les martyrs, au pluriel, en arabe. Et donc, Maurice Audin est reconnu martyr de la lutte pour l'indépendance. Et vous avez les deux photos, vous montrent en fait la place Audin à Alger. Et si vous avez un petit peu suivi l'actualité, dans les mobilisations contre le pouvoir algérien qui ont eu lieu depuis 2019, qu'on appelle le Irak, eh bien, ces manifestations avaient lieu sur la place Audin, souvent sans que les gens sachent qui était Audin, parce qu'aujourd'hui, alors, on a reparlé de l'affaire, donc ça l'a remis un peu sur la place publique, mais enfin, beaucoup de gens, pendant très longtemps en Algérie, ne savaient plus du tout qui était Audin, à part que la place Audin, c'est quand même une place assez centrale, c'est aussi un lieu où arrivent beaucoup de bus, donc les bus y vont à Audin, et les gens ne savent pas qui est Audin. Et donc, au moment du Irak, à partir de 1919, la place Audin, qui est vraiment en plein cœur de la ville, je vous ai mis un petit Google Map là, c'est le lieu vers lequel tous les manifestants convergeaient. Alors, ça c'est pour vous dire une chose qui est très importante pour moi. Quand on vous dit que cette histoire est franco-algérienne, c'est vrai, mais je voudrais préciser dans quel sens. À mon sens, il ne faut pas avoir en tête que c'est une histoire franco-algérienne au sens où il y a le côté français et le côté algérien qui sont bien séparés, hein, et que ce serait franco-algérien, ça veut dire qu'on va mettre ensemble les deux blocs séparés. Ce que je veux dire, c'est que c'est franco-algérien au sens où c'est mélangé. J'espère que le cas des Audin est intéressant pour ça, hein, parce que vous voyez Josette Audin avec cette nationalité algérienne acquise après l'indépendance et ce parti pris complexe de ces gens qui sont français de statut et de nationalité mais qui sont pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis c'est aussi franco-algérien du fait bien sûr que dans la société française aujourd'hui vivent quantité de personnes soit de nationalité algérienne, soit d'origine algérienne, et que ça n'a pas tellement de sens de leur demander si leur mémoire, elle est française ou algérienne, elle est franco-algérienne, elle est les deux à la fois. J'espère que je me fais bien comprendre. Et c'est une des raisons, bon, on pourra y revenir après la conférence, je vous répondrai à absolument toutes vos questions, il n'y a aucun problème, même sur des points que je n'ai pas abordés pendant ma conférence. Mais c'est une des raisons qui fait que je suis très critique en fait sur la façon dont la politique mémorielle d'Emmanuel Macron a finalement été menée, parce que derrière l'idée de la réconciliation, il y a l'idée qu'il y a un bloc français, un bloc algérien, et on va les réconcilier. Et en fait, quand on connaît bien l'histoire, c'est plus compliqué que ça. Ça mélange les deux sociétés, ça mélange les deux nations. Hein. Et ça, c'est très important. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas comparable au cas franco-allemand, hein, où en fait, à la fois le mélange chez des individus qui peuvent avoir des deux à la fois, hein, ça existe beaucoup moins, c'est même pas existant. J'espère que je suis claire, mais vous pourrez me réinterroger si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il y a une espèce de longue période de traversée du désert pendant laquelle l'affaire Audin
je vous l'ai dit, n'existe plus dans l'espace public. Bon, ah oui, Josette Audin, j'ai oublié de le dire. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Algérie, en 1965, il y a un coup d'État. Et à ce moment-là, les communistes français qui étaient restés vivre en Algérie en 62 quittent l'Algérie. Pour préciser, en 62, c'est Ben Bella, le premier président de la République algérienne. En 65, il est renversé par Boumedienne. Et les communistes qui étaient tolérés, disons, sous la présidence de Ben Bella, sont victimes de répression comme quantité d'autres mouvements politiques algériens. En tout cas, Josette Audin en 65, je crois que c'est 66, mais en tout cas, en raison du coup d'État de 65, quitte l'Algérie avec ses enfants. Elle vient s'installer en France. Alors du coup, traversée du désert, pourquoi? Alors elle mène une bataille juridique contre l'amnistie, mais ça ne réussit pas. Elle essaye de faire rouvrir l'instruction, ça ne fonctionne pas. Elle mène aussi une bataille pour obtenir des réparations, qu'elle finit par obtenir en 1981, parce qu'en 1981, François Mitterrand devient président de la République, et Robert Badinter est son ministre de la Justice. Robert Badinter est très connu parce qu'il est le ministre de la Justice de l'abolition de la peine de mort. Mais il se trouve que pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, il avait notamment été l'avocat du comité Audin. Donc en fait, il connaît très bien l'affaire, il connaît Josette Audin, et quand il devient ministre de la Justice, eh bien, il a pris une mesure gracieuse de réparation, c'est-à-dire que Josette Audin et ses enfants ont touché une indemnité financière, un peu comme vous pouvez obtenir au tribunal quand vous êtes victime d'un préjudice et que vous obtenez une réparation financière. Bon, donc voilà ce qui se passe. Et puis, les choses auraient éventuellement pu s'arrêter là, sauf que en 2000-2001, se produit un événement dont ceux qui étaient là il y a 20 ans se souviennent peut-être, pas les lycéens, mais les autres. C'est que vous avez le général Ossarès qui publie un livre qui s'appelle « Pour la France, services spéciaux », dans lequel il parle de la torture en Algérie. Alors évidemment, je vous ai mis un titre du Monde là qui dit « Torture en Algérie, l'aveu des généraux ». Pour les historiens, c'était pas un aveu, on le savait depuis longtemps, et c'est pour ça que je vous ai cité Vidal-Naquet. Mais il se trouve en plus qu'à ce moment-là, il y a une collègue historienne, Raphaël Branche, qui a soutenu une thèse sur la torture et l'armée. Donc au début des années 2000, la question de la pratique de la torture en Algérie revient dans le débat public. Pour ceux qui s'en souviennent, autour de la publication d'Ossarès, il y a tout un débat qui s'est engagé. Et à ce moment-là, l'humanité lance un appel demandant à Jacques Chirac, qui est alors président de la République, et Lionel Jospin, Premier ministre, de condamner ces pratiques. Il parle de la torture et il demande aux citoyens de s'exprimer. En gros, il demande une reconnaissance de la pratique de la torture en Algérie. Et vous avez parmi les signataires Josette Audin, Laurent Schwartz, le mathématicien, et Pierre Vidal-Naquet. C'est un appel qui s'appelait l'appel des 12. Il y avait 12 noms. Aujourd'hui, ces 12 personnes sont toutes décédées, mais c'était des personnes qui, pendant la guerre, avaient dénoncé la pratique de la torture. Alors, il y a aussi toute une série d'initiatives très diverses. C'est sûr que quand on n'est pas spécialiste et qu'on ne suit pas l'actualité de près sur ces questions, on ne le sait pas forcément et on peut passer à côté. Mais vous avez là un événement qui s'est passé en 2004. Pour ceux qui le reconnaissent, vous avez Bertrand Delanoë, maire de Paris à l'époque. La dame assise avec la veste bordeaux, c'est Josette Audin. Et la dame aux cheveux blancs, entre Bertrand Delanoë et Josette Audin, c'est Malika Boumengel. C'est la femme de Ali Boumengel, si vous vous souvenez la photo que je vous ai montrée, qui lui a aussi été tué à El Biar. Et la photo du milieu, vous voyez le monsieur, le vieux monsieur avec les lunettes tout dégarnies, c'est Pierre Vidal-Naquet. Voilà. Alors ça, cet événement-là, c'est quoi? C'est l'inauguration d'une place Audin à Paris, dans un objectif de
d'entretien du souvenir de l'affaire. Hein. Donc vous pouvez aller sur la place Odin à Paris. Et évidemment, si vous ne connaissez pas les choses, ça ne vous apprend pas grand-chose. Il y a la place Odin et puis il y a quelques mots sous la plaque, je ne sais plus. Ça ne vous rappelle pas toute l'histoire, mais enfin, c'est un nom de lieu. Et puis, vraiment, à partir du début des années 2000, l'affaire revient complètement. Je vous ai mis ensuite, tout à droite, une vie brève de Michèle Audin, dont vous avez une photo, là. Michèle Audin, c'est la fille aînée du couple, qui est née en 1954, donc elle avait 3 ans au moment de la disparition de son père. Et Michèle Audin a écrit un livre qui s'appelle Une vie brève, parce que la vie de son père a été brève, puisqu'il est mort à 25 ans. Et dans ce livre, elle essaye de reconstituer la vie de ses parents. Et alors, elle a un point de vue très intéressant sur la question, Michèle Audin. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal au fait de porter un nom relativement connu. Elle raconte par exemple que quand elle était au lycée et qu'on lui demandait si elle avait un rapport avec le Audin de l'affaire de la guerre d'Algérie, hein, bon, vous imaginez, elle est née en 54, je sais pas moi, elle est au lycée en 1970, elle a 16 ans, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent de l'affaire Audin, et ben elle disait non, ça n'a rien à voir. Bon. C'est quelqu'un aussi qui, donc pour qui l'histoire est assez lourde à porter. Je ne trahis pas de secret, en fait je connais bien la famille, mais je ne trahis pas de secret, je ne dis rien qui ne soit pas public. C'est un discours qu'elle a tenu au moment où elle a publié son livre. Elle a expliqué que c'était lourd à porter pour elle, et puis surtout elle en avait assez qu'on raconte l'histoire de son père comme je viens de le faire là, c'est-à-dire que l'histoire de son père commence avec sa disparition, et que pour elle son père c'était son père, et qu'il avait été un homme qui avait vécu, il avait des parents, il a eu une enfance, il s'est marié, il a été père. Et elle reste plus discrète, mais à la fin du livre, elle le dit quand même, elle a des souvenirs de lui très ténus, comme une enfant de 3 ans peut en avoir. Et en fait, quand elle a écrit ce livre, elle raconte, et la photo est d'ailleurs de son père enfant, elle a voulu raconter la vie de son père, parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dites, et aussi pour se réapproprier l'histoire, parce que Michèle Audin était jusque-là pas du tout un personnage public, mais évidemment, en publiant un livre, elle est devenue un personnage public, et la sortie de son livre a occasionné beaucoup de conférences, de débats, ce qui est assez paradoxal, parce que d'un côté, elle aurait certainement préféré que son histoire familiale ne soit pas sur la place publique. En même temps, comme elle est sur la place publique, à un moment donné, elle fait le choix de la prendre en charge et d'aller sur la place publique tout en disant qu'elle aurait préféré ne pas y être. Hein. Donc c'est très compliqué comme situation. Et sur la question de la transmission, puisque j'ai compris que c'était un thème qui vous intéressait, il ne faut surtout pas imaginer que tous les gens qui ont vécu des événements profonds, lourds et douloureux ont envie d'en parler. Ça peut vous sembler une évidence qui n'est pas envie d'en parler, mais tout existe. Il y a des gens qui ont envie d'en parler, qui ont envie que ce soit public, qui ont envie qu'on prie que leur nom sorte, et puis il y a des gens qui ne le veulent pas et qui aimeraient bien, qui auraient bien aimé que cette histoire reste dans la sphère privée, dans la sphère familiale, mais ne soit pas portée sur la place publique. C'est vraiment le cas de Michèle Audin, même si à un moment donné, elle fait le choix de prendre la parole elle-même, hein, en disant, bon, c'est quand même mon histoire, je vais me la réapproprier et je vais vous la raconter autrement. Moi, je ne vais pas vous parler de Maurice Audin, le disparu de la guerre et la torture et les parachutistes et Pierre Vidal-Naquet, mais moi, je vais vous raconter un homme qui a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, en fait, à partir de l'appel des 12, où je vous ai montré l'humanité, hein, vous vous souvenez, l'appel à Jospin et Chirac, 5 minutes, d'accord. Je regarde vite fait. Ça va aller. Josette Audin s'est adressée régulièrement aux différents présidents de la République en demandant 2 choses. Accéder à la vérité sur ce qui est arrivé à son mari, et obtenir enfin un démenti de la version officielle de l'évasion. Donc François Hollande, en 2014, a fait un geste qui consistait à lui communiquer toutes les archives dans lesquelles on avait retrouvé le nom de son mari pour essayer de faire progresser la quête sur la vérité. Qu'est-ce qui lui est arrivé à partir du moment où
elle l'a vu partir de chez elle par les parachutistes et puis plus rien. Et puis, il a fait une déclaration un peu mi-chèvre, mi-chou. Il dit « il est mort durant sa détention ». Alors ça, évidemment, c'est une déclaration qui a mécontenté tout le monde parce que, enfin, d'un côté, enfin, on ne disait plus « il s'est évadé ». Mais il est mort durant sa détention, c'est quand même un euphémisme par rapport à quelqu'un qui est mort alors qu'il a été arrêté par des parachutistes et qu'on sait qu'il a été torturé. Il n'est pas mort comme n'importe quel prisonnier dans une prison qui aurait contracté une maladie ou qui aurait mis fin à ses jours, etc. Et donc c'est pour ça que les revendications ont continué et Emmanuel Macron, pour des raisons pas évidentes, si ce n'est qu'on a quand même un président qui fait preuve d'une espèce d'activisme mémoriel comme les autres n'en ont jamais fait preuve avant, le 13 septembre 2018 a fait cette déclaration. Sa disparition a été rendue possible par un système dont les gouvernements successifs ont permis le développement. Pour dire les choses clairement, je vous ai dit que les parachutistes ont légalement reçu les pouvoirs de police, c'est-à-dire que quand ils ont arrêté Maurice Audin, ils agissaient en toute légalité, en vertu en fait des pouvoirs spéciaux que les gouvernements avaient fait voter par l'Assemblée nationale. Donc c'est de cette façon-là qu'il y a une responsabilité de l'État au-delà des seuls parachutistes engagés à Alger. Pour finir sur la vérité, je vous ai dit qu'on ne savait toujours pas comment est mort Maurice Audin, parce que contrairement à une idée reçue, les témoins n'ont pas toujours envie de parler au fur et à mesure que l'âge avance et que la mort se profile. C'est souvent une chose qu'on dit, on dit ça des anciens combattants par exemple, ils libèrent leurs paroles avant de mourir parce que l'âge avance et c'est peut-être le seul moment où ils vont pouvoir le faire. Là, dans le cas de l'affaire Audin, ceux qui y ont été mêlés ne souhaitent pas, n'ont pas souhaité dire la vérité. Aujourd'hui, sont soit tous morts, soit plus du tout en état d'être interrogés. Et là, vous avez un témoignage très intéressant. Vous voyez, c'est la République des Pyrénées en 2001. Un monsieur qui s'appelle Yves Cuomo. Yves Cuomo, il était le chauffeur de la Jeep quand il y a eu la mise en scène d'Évasion. Et ce qui est arrivé à Yves Cuomo, c'est que quand Ossarès a sorti ses mémoires, Ossarès parle de lui dans son livre. Alors il y a ses enfants qui ont dit « Papa, toi, tu étais à Alger, tu étais avec Ossarès, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Cuomo ne pouvait pas assumer ça. Et donc, il a fait une interview dans la République des Pyrénées, parce qu'il est de la région, et puis il a dit, j'ai mis ça en rouge, un prisonnier cagoulé qui s'est assis à l'arrière. En fait, il a menti là, il a inventé que la personne assise à l'arrière avait une cagoule pour dédouaner de sa responsabilité, parce que sinon, évidemment, il savait que ce n'était pas Audin à l'arrière de la Jeep, et donc sa responsabilité était engagée. Et ça, il ne pouvait pas l'assumer vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses voisins. Donc, il choisit de mentir pour se libérer de sa responsabilité. Quant aux archives, je vous ai donné là des exemples de documents qui ont été retrouvés. En fait, il faut bien avoir conscience que les archives, ce sont des documents produits à l'époque qui ont été conservés, rangés, classés et auxquels on peut accéder aujourd'hui. Donc en fait, l'idée qu'on va trouver dans les archives, la vérité sur ce qui est arrivé à Maurice Audin, c'est une illusion totale parce que ça suppose quoi? Ça suppose qu'à l'époque, les gens savant la vérité, ils ne devaient pas être très nombreux, mais il y en a quand même, à un moment donné, il y en a un qui a mis la vérité par écrit, et puis le document, il a été conservé, et puis il a été classé, et puis aujourd'hui, on peut le consulter. Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives? C'est très intéressant, on trouve les archives produites par le mensonge. L'exemple que je vous ai mis là, en haut, vous voyez, à Aix-en-Provence, où il y a des archives de la police judiciaire d'Alger, eh bien, on trouve un avis de recherche mentionnant Maurice Audin le 18 juillet 1957. Évidemment, il s'est évadé. Donc, on a émis à l'époque des avis de recherche. Et donc, dans les archives de la police judiciaire, on trouve un avis de recherche avec le nom de Audin. Mais c'est le résultat du mensonge. Par ailleurs,
dans les archives départementales d'Ille-et-Vilaine, on trouve le dossier de procédure du juge d'instruction, clos par un non-lieu. Évidemment, il n'y a pas la vérité, il y a simplement, et c'est beaucoup déjà, mais tous les actes d'instruction du juge, mais s'il ne l'a pas su à l'époque avec les témoins qu'il a auditionnés, nous ne la saurons pas plus, simplement, on peut aller voir la façon dont il a travaillé. Hein, voilà. Et puis, voilà. Pour finir, alors aujourd'hui, la déclaration présidentielle a vraiment relancé tout un activisme mémoriel. Donc il existe une association qui maintenant s'appelle Josette et Maurice Audin, puisque Josette Audin, elle est décédée en 2019, et qui mène quantité d'actions pour qu'il y ait des nominations de rues, de squares, de jardins. Donc le mouvement n'est peut-être pas arrivé jusqu'ici, mais il y a quantité aujourd'hui de lieux qui s'appellent Maurice Audin ou Josette et Maurice Audin, et c'est l'association qui porte ces initiatives. Et donc voilà, pour finir, et peut-être oui, au Père-Lachaise en 2020, on a inauguré un cénotaphe. Donc si vous savez, un cénotaphe, c'est une sorte de pierre tombale, sauf qu'il n'y a pas de personnes inhumées. Donc il y a un cénotaphe qui a été inauguré en 2020. Et puis pour finir quand même, parmi les discussions que la déclaration du 13 septembre 2018 a engagées, il y a eu l'idée que c'était très bien qu'il y ait une reconnaissance concernant Maurice Audin, mais qu'en fait, il y a eu des milliers de disparus en Algérie. Et donc, la déclaration, elle vaut peut-être pour tous, mais elle n'en nomme qu'un. Et donc, des collègues historiens, qui s'appellent Fabrice Risseputi et Malika Rahal, ont ouvert un site internet qui s'appelle « Des Maurice Audin par milliers », où ils essayent de documenter et de redonner vie à des disparus de cette guerre. Voilà, j'en ai terminé, et donc on peut maintenant aborder toutes les questions, y compris celles que je n'ai pas traitées dans ma conférence, soit des points précis, soit d'autres, soit des choses plus générales. Profitez du fait que je sois là, je le ferai avec plaisir.